Hello mes chers conscients, c'est Michel. Je suis à Paris dans un cadre magnifique et je suis avec Christina Marquez. Bonjour Christina et merci d'avoir accepté de m'avoir en entrevue, en interview. Voilà. Bonjour Michel et puis bonjour à ta belle communauté là qui regarde notre vidéo. Mais c'est la première fois qu'on se voit en fait en vrai, sachant que moi je te suis depuis un moment et Christina Marquez, elle est t'es coach, non t'es pas coach, t'es thérapeute, t'es auteur et t'es expert en dépendance affective. Et la dépendance affective, pour moi, c'est un des sujets incontournables dans la relation amoureuse, en fait. C'est ça. Et je suis surtout spécialisée dans la dépendance affective de la relation de couple. Alors, on vit de la dépendance affective dans tout type de relation. Oui. Mais c'est vrai que je me suis spécialisée dans la relation de couple parce que j'ai vraiment trouvé que c'est en abordant le sujet au niveau de la relation de couple qu'on peut toucher plus profondément vraiment cette blessure émotionnelle et on peut trouver beaucoup plus facilement et de manière plus perceptible les points, vraiment les attitudes, les comportements qu'on a qui sont liés à cette blessure qu'on vit dans la relation. Donc la dépendance affective, on la vit dans toutes les relations. Tout le monde vit de la codépendance. On s'attire tous les uns les autres parce qu'on est codépendants. Voilà. Et justement, avant d'aller dans le vif du sujet, tu veux bien nous parler un peu plus de toi? Tu l'as commencé un peu, mais j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a emmené à devenir expert en dépendance affective, un peu ton parcours? Bah écoute, c'est très simple, c'est parce que j'ai moi-même été une grande dépendante affective. Je suis encore dépendante, de toute façon on le reste jusqu'à la fin de nos jours. Mais j'ai fait un énorme travail sur moi. Et c'est pendant cette phase ce processus de guérison que j'ai vraiment reçu cette révélation d'en faire mon métier. Donc ça fait 4 ans que je suis maintenant thérapeute. Et ça a été une vraie reconversion pour moi. J'étais comptable auparavant. Et j'ai vécu une longue période où dans mes relations, c'était vraiment très compliqué. J'étais vraiment très dépendante dans mes relations, je ne le savais pas, jusqu'au jour, à force de répéter, déjà de prendre conscience que je vivais une répétition d'une relation à une autre. J'ai commencé à faire des recherches, c'est devenu une véritable passion. Et en fait, avant même que je ne devienne thérapeute, j'ai fait un immense travail de recherche et sur moi, un travail qui m'a vraiment amené à l'introspection et à comprendre que la problématique ne venait pas des gens que j'attirais, mais de moi-même. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que je suis passionnée par le sujet? C'est parce que je me suis d'abord passionnée par ce qui m'arrivait à moi et que j'ai cherché une solution, que j'ai cherché à comprendre pourquoi je vivais toute cette souffrance. Et pendant ce processus de guérison, c'est devenu une évidence pour moi que les solutions que j'avais trouvées, les clés, les outils, je l'ai senti comme une mission, que j'étais là pour transmettre à mon tour ce qui, moi, m'avait sorti de cette souffrance et m'avait libérée. Mais c'est souvent le cas. Hein. Au moins, c'est sûr que tu sais de quoi tu parles. Et quand tu en parles, moi, toutes les fois où je t'ai écouté en vidéo, voilà quoi. On se dit, bon, elle sait de quoi elle parle, quoi, tu vois. Et puis, tu le transmets tellement bien. Tu le transmets avec, j'ai envie de dire... générosité, amour, il y a quelque chose, et en simplicité aussi, quoi, en même temps, en toute vulnérabilité, j'ai envie de dire. C'est ça qui m'a donné, moi, envie. Je me suis dit, cette personne-là, il faut absolument que j'aille te poser des questions, puisque moi-même j'ai créé la communauté des célibataires conscients, des céliconscients, n'est-ce pas mes chers céliconscients? Et justement par rapport à ça, est-ce que tu dirais que le célibat est le meilleur moment pour aller
comment on dit, pour aller, je dirais pas se soigner, mais tu vois, l'idée de profiter du fait qu'on soit célibat pour voir justement, est-ce qu'on souffre de dépendance affective ou faire ce travail-là, en tout cas sur soi. Bah, moi, j'en suis convaincue. En tout cas, dans ma propre expérience, la vie m'a démontré. Elle me le démontrait déjà depuis de nombreuses années, rupture après rupture, tu vois. C'est comme si la vie m'invitait à accepter la phase de célibat pour aller me retrouver moi-même, pour aller me découvrir, pour aller apprendre à me connaître, parce que la plupart d'entre nous, c'est ça. On croit qu'on se connaît et en réalité, on ne se connaît pas. Et la phase de célibat, c'est vraiment un moment propice pour faire ce travail de conscientisation, d'introspection, de recherche, d'apprentissage sur soi, d'utiliser les relations, les relations qu'on a vécues, en observant ce qu'on a vécu dans ces relations, non pas avec un état d'esprit accusateur et irresponsable, dans le sens où on est tout le temps en train de penser que si on va mal et que si on a souffert, c'est la faute de l'autre. Bien évidemment, chaque partenaire a sa part de responsabilité dans ce qu'il vit dans la relation. Mais cette phase de célibat, elle nous permet vraiment d'aller chercher les situations qu'on a vécues, de s'interroger véritablement et de voir ce que l'autre nous a enseigné sur soi-même. Parce que moi, je suis convaincue que la relation avec l'autre, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide d'apprendre à se connaître. Absolument. Parce que je le dis souvent, l'autre est un miroir de nous-mêmes, c'est un miroir extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est un immense cadeau que la vie nous offre. Donc la phase de célibat, pour moi, elle est propice pour faire cette introspection. Parce que quand on est dans la relation, on est beaucoup dans une agitation mentale. Et on ne prend pas le temps ni la disposition nécessaire pour faire cette introspection. C'est pourquoi la vie nous invite, quand il y a une rupture sentimentale, c'est comme si la vie nous invitait à accepter temporairement une petite phase de célibat. Enfin, temporairement, elle va durer le temps qu'elle a besoin de durer. C'est important d'accepter ce que la vie nous envoie. Pour justement nous amener à faire ce travail de conscientisation et puis de reconstruction de soi. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent des relations anéanties, parce que quand on vit la dépendance dans la relation, il y a différents degrés. Alors plus le degré est élevé, et plus les personnes peuvent vivre les ruptures sentimentales d'une manière très très difficile, très douloureuse. Et il y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à s'en remettre, d'autres qui s'en remettent carrément pas. Ouais. Or, le célibat est vraiment fait pour nous amener à cette reconstruction et nous amener à découvrir que nous sommes des êtres à part entière, n'est-ce pas? Et à voir tout le potentiel, le bon qu'il y a en chacun de nous et à l'utiliser, la créativité qu'on a, le talent. On a tous des dons et des talents qu'on ne sait pas utiliser parce que cette dépendance fait qu'on ne vit qu'à travers la relation, on ne vit que pour l'autre et pour la relation. Du coup, on ne vit pas pour soi et on ne peut pas être épanoui dans une relation où on n'a pas d'abord appris à vivre pour soi et à exister pour soi-même, donc à avoir des projets individuels aussi et à s'être créé une vie individuelle. C'est très important ça. Pour être dans une relation de couple épanouie, on doit d'abord apprendre à être dans une relation individuelle épanouie. Tu l'as dit. J'aurais dû t'inviter hier. C'est marrant que tu parles de... hier, j'ai fait un live Facebook et je parlais de à quoi ça sert une relation amoureuse. Et tu as donné la réponse, quoi, tu vois, à grandir, à se reconnecter à soi. Tu as bien parlé de miroir, que les autres sont nos miroirs. Et c'est vrai que quand on porte ce regard-là sur les choses, en tout cas sur la relation amoureuse, ça change complètement tout. Moi, j'ai une question par rapport à la dépendance affective. Est-ce qu'on peut être dépendant affectif et ne pas s'en rendre compte? Ou comment savoir qu'on est dans la dépendance affective? Bien sûr, en fait, regarde-moi, pendant des années... j'étais dans cette souffrance et je ne savais pas que je vivais de la dépendance affective. On s'en rend compte dès l'instant où on voit qu'on est mal dans la relation. Et une manière très simple de vérifier si on est dans la dépendance, c'est en observant nos réactions, la manière dont on se comporte dans la relation avec l'autre. Si par exemple, on est sans cesse dans l'insécurité, dans la peur de perdre l'autre,
dans la peur que la relation ne dure pas, dans la peur de ne plus se sentir sécurisé, que l'autre, on estime qu'en fait, il ne nous démontre pas suffisamment de preuves de son amour, de son affection, de son attention. Ça, c'est de la dépendance. Ça, c'est une forme de réaction. Et il y a aussi une autre forme de réaction, c'est le partenaire qui va attirer l'opposé de l'attitude que je viens de décrire, qui est un partenaire en fait qui va vivre des situations où l'autre va s'accrocher à lui, et donc il va se sentir étouffé, il va se sentir envahi, et il va avoir envie de prendre de la distance, et c'est souvent ce qu'il fait. Alors quand il fait ça, il est dans la fuite, mais c'est un partenaire qui est quand même codépendant de l'autre partenaire. En fait, tous les deux, ils ont la même peur, ils ont la peur de la rupture, et rupture égale souffrance pour eux. Et du coup, ni l'un ni l'autre, ils ne se permettent pas de vivre vraiment l'instant présent. C'est de la codépendance qu'on vit dans la relation. C'est comme ça qu'on sait si on vit de la dépendance ou pas. Et en réalité, dans quasiment tous les couples, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce schéma-là qu'on retrouve. On va en trouver un qui est du genre beaucoup à s'accrocher à l'autre. Et quand il s'accroche, il va attirer un partenaire qui, lui, à un moment donné, il commence à se sentir étouffé, envahi. Et il se sent mal, il se sent oppressé, il se sent mal. Et donc, il a envie de prendre de la fuite et c'est souvent ce qu'il fait. Donc, il prend de la distance, voilà. Est-ce que c'est Colette Portelance qui, dans l'un de ses derniers livres, Les systèmes relationnels, elle parle d'abandonnique et de déserteur. C'est ce schéma-là. Voilà. Alors, du coup, en t'écoutant, tu vois, une question que j'ai envie d'aborder, je ne l'ai pas encore fait, c'est l'amalgame entre, tu sais, attachement, amour et dépendance affective. On met tous le coup de l'amour, tu vois, ce que oui, je te veux, toute cette possession, et puis et la personne qui se comporte comme ça, et la personne qui vis-à-vis de laquelle on se comporte comme ça, souvent on prend ça pour de l'amour, quoi. Et ça l'est pas. Non. L'amour vrai, c'est un amour qui est inconditionnel. On aime l'autre tel qu'il est, on n'a pas besoin de chercher à le changer. Alors ça ne veut pas dire qu'on accepte toutes les attitudes et les comportements de l'autre, mais ça veut dire que on prend ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ben, on regarde quels sont nos besoins. Et si, en tenant compte de nos besoins, on réalise que ce qui est bénéfique pour l'un comme pour l'autre, c'est que les chemins se séparent, c'est accepter ça, tout simplement. Donc c'est accepter l'autre tel qu'il est, mais pas forcément au détriment de nos propres besoins. Alors, pour répondre à nos besoins, qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter que la relation s'arrête là, puisque nous n'avons pas le pouvoir de changer l'autre. Ça, c'est l'amour vrai, c'est accepter l'autre tel qu'il est. L'amour vrai, c'est je veux pour toi ce que toi, tu veux pour toi. Et non pas je veux pour toi ce que moi, je veux pour toi. Pourtant, dans la plupart des relations, c'est ça qu'on vit. On est loin du compte, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est la deuxième solution perception que je viens de donner, c'est ce qu'on vit la plupart du temps dans les relations, et ça, c'est de l'attachement. Et l'attachement, il a plus à voir avec la peur qu'on a de perdre l'autre, et donc avec des attitudes, des comportements qui visent à servir nos intérêts plutôt qu'à accepter l'autre tel qu'il est et à le laisser libre d'être ce qu'il veut être. Et donc effectivement, où est le lien avec la dépendance? Bah, tout simplement parce que comme on est dépendant de l'autre, qu'on croit que notre vie n'a pas de sens sans l'autre, ben, en fait on va effectivement manipuler l'autre sans s'en rendre compte. Hein. On ne le fait pas intentionnellement ni méchamment, mais on a tous appris à être des manipulateurs, on se manipule tous les uns les autres pour servir nos intérêts. Et en réalité, on confond ces intérêts avec nos vrais besoins. Ce n'est pas nos vrais besoins, c'est nos peurs. Les intérêts qu'on essaye de servir de cette manière-là, ça vient surtout toucher nos peurs. La peur de se retrouver seul, la peur de ne pas s'en sortir matériellement, financièrement sans l'autre, la peur d'avoir à affronter la solitude. Tout ça, ce ne sont pas nos besoins, ce sont nos peurs. Et nos peurs, elles sont gérées par notre ego. Hein. Donc voilà. Et alors, du coup, je sais que c'est pas en quelques minutes, mais je sais qu'on peut s'en sortir, puisque toi, c'est ta spécialité.
comment se sortir de la dépendance affective? Les gens ont dit, OK, tout ça c'est bien beau, mais comment fait-on concrètement pour s'en sortir? La première chose, c'est d'abord de prendre conscience de notre attitude, de notre comportement dans les relations et de réaliser, d'accepter et d'assumer que si ça va mal dans nos relations, nous en sommes responsables. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vit dans notre vie, nous le créons. À partir de nos pensées, à partir de nos actes, de nos mots, on crée tout ce qui nous arrive dans notre vie. Donc la première attitude, c'est d'abord d'en prendre conscience. Et en prendre conscience veut dire que l'étape suivante, c'est de se responsabiliser. C'est d'accepter que tout ce que j'ai vécu dans la relation, bien qu'on ait été deux et que chacun porte sa part de responsabilité, mais moi, j'ai besoin de prendre ma part de responsabilité et d'aller travailler là-dessus, d'aller faire un travail sur mon attitude, mon comportement, comment je me suis comportée dans la relation et d'aller voir qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi. D'abord d'accepter, de reconnaître, d'assumer et d'accepter pour qu'il puisse y avoir transformation, car il n'y a jamais de transformation sans acceptation. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est la première étape. Alors, bien évidemment que ça demande un long travail d'introspection, de recherche, d'accompagnement, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a été conditionné avec toute une éducation, une programmation mentale qui est bien ancrée en nous, hein, et qu'on a besoin en fait d'observer, d'analyser. C'est comme si on prenait les fondations d'une maison et qu'on regardait pierre par pierre et qu'on allait voir qu'est-ce qui représente qui je suis vraiment et qu'est-ce qui ne représente pas qui je suis. Et à ce moment-là, par quoi je veux le remplacer, tu vois. C'est une véritable introspection de soi, un vrai travail sur soi qui demande, moi je dirais pas, ça demande du courage, c'est pas ça. Ça demande surtout une véritable motivation, une envie. En fait, moi, ce qui a fait que j'ai pris la décision consciente et délibérée de faire ce travail sur moi, ça a été le fait que je n'en pouvais plus de vivre ces situations. Et je le remarque chez toutes les personnes que j'accompagne, celles qui vraiment parviennent à des résultats vraiment très intéressants et qui s'en sortent et qui vivent après par la suite une vie vraiment épanouie. C'est les personnes qui ont vécu la même chose que moi, c'est-à-dire qu'elles en arrivent à un stade dans leur vie où elles n'en peuvent plus de vivre ces situations-là et elles comprennent que le changement n'a pas à venir de l'autre, c'est de soi qui doit venir le changement. Donc c'est à ce moment-là qu'on obtient cette motivation. Et dès l'instant où on a cette motivation, elle se transforme en passion. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est ce qui va nous maintenir tout le temps sur ce cheminement où on va, plus on en apprend sur soi, plus on veut en apprendre. Et c'est un véritable voyage intérieur qui nous passionne. C'est la découverte de soi, c'est le plus beau voyage qu'on puisse faire en fait. Absolument. Et les plus belles découvertes qu'on puisse faire, c'est à propos de soi-même. Alors ça demande, là où ça demande du courage, c'est d'accepter certaines choses qu'on va découvrir de soi, dont on n'était pas conscient. Ce que j'appelle moi nos aspects sombres, les aspects qu'on veut pas, les zones d'ombre, qu'on ne veut pas voir, et c'est souvent celles qu'on accusait chez l'autre, chez le partenaire souvent, tu vois. Et c'est là quand on en prend conscience qu'on voit qu'effectivement l'autre était notre reflet, qui nous renvoyait bien un reflet de nous-mêmes. Alors sur le moment on n'accepte pas l'ego. L'ego en prend un coup. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. L'ego est très en résistance parce que on veut pas reconnaître, on veut pas admettre que on puisse être aussi mauvais entre guillemets que ce qu'on a jugé chez l'autre. Mais c'est juste notre jugement. En réalité, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Personne n'est mauvais, personne n'est méchant. On a tous des blessures qui nous appartiennent. Il n'y a pas un être sur Terre qui n'a pas des blessures émotionnelles. Et c'est nous qui nous sommes jugés, qui nous culpabilisons à la base. Donc quand les gens viennent nous culpabiliser, c'est parce qu'on s'est déjà culpabilisé soi-même. Donc on s'en sort parce que ça devient vraiment, d'abord parce qu'il y a ce ras-le-bol, ensuite parce que il y a la responsabilisation, conscientisation, responsabilisation, et puis une grande motivation à se découvrir, à apprendre sur soi. Et ça devient une passion qu'on n'a plus envie de quitter. Et c'est là où on commence en fait à apprécier notre propre compagnie, n'est-ce pas?
Et quand on apprécie notre propre compagnie, c'est là où on commence à être prêt pour apprécier la compagnie avec quelqu'un d'autre. C'est dingue, hein, paradoxalement. Et justement, tu vois, tout ce que tu es en train de dire, moi, ça revient à ce qu'on disait au début. Le meilleur moment pour faire ce genre de connexion à soi, c'est vraiment... Et c'est là où le célibat, moi, je le prends aujourd'hui comme un cadeau. C'est une opportunité, c'est un cadeau. C'est vrai que ça fait mal, tu l'as dit, les ruptures, mais prendre cette opportunité justement pour faire cette rencontre, se rencontrer d'abord. Parce que tu l'as bien dit, si je me rencontre pas, je suis pas bien ma compagnie, je vais pas... En fait, moins on est bien en notre compagnie et plus on croit que c'est l'autre qui va, avec l'autre ça va le faire. Et c'est jamais le cas. C'est tout l'opposé. C'est tout l'opposé parce qu'en fait, on va toujours attirer des relations avec les autres qui vont être le reflet de notre propre relation avec nous-mêmes. Toujours. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, enfin, nous sommes des êtres tous constitués d'un principe féminin et masculin, que nous soyons de sexe féminin ou de sexe masculin. Et en fait, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait un couple, tu vois. Notre principe féminin, il est là pour être en harmonie avec notre principe masculin. Il est fait pour cohabiter. Et s'il y a cette harmonie à l'intérieur de nous, on va la retrouver dans la relation avec l'autre. Et si ce n'est pas le cas, bah, l'autre, il vient juste nous montrer où sont les points défaillants à l'intérieur de nous, dans notre propre relation masculin-féminin en nous, tu vois. Et là, ça change tout. Mais oui, exactement. Mais ce qui est génial, c'est que quand tu comprends ça, tu comprends le but de la relation. Les gens, ils ont été conditionnés à croire que le but de la relation, c'est « je t'aime pour que tu m'aimes en retour ». Voilà, j'ai un vide en moi et tu es là pour combler mon vide et moi je suis là pour combler le tien. Alors qu'il n'en est rien parce qu'on ne peut pas donner de l'amour si on n'en a pas en nous. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas, ce que vous n'avez pas en vous. Or, l'être humain, en fait, il en est arrivé à un stade où il est devenu un puits sans fond. Il n'a plus d'affection en lui. Pourquoi? Parce que ce qui fait qu'on en arrive à être des êtres vides d'amour et d'affection, c'est parce qu'on s'est coupé, on s'est déconnecté de qui nous sommes réellement, on a renié notre identité. Et ce qui fait qu'on a fini par être en manque, ça a été le fait de s'être renié soi-même. Ce qui nous fait souffrir, c'est le fait qu'on a cessé de s'aimer soi-même. Et la société nous a conditionnés à croire que s'aimer, c'est être égoïste, alors que c'est tout l'opposé. S'aimer, c'est s'occuper de ses besoins, et quand on s'occupe de ses besoins, on n'est pas en manque et on n'est pas en attente que les autres le fassent à notre place. C'est ça être égoïste, c'est attendre que ce soit les autres qui s'occupent de nous. Ça, c'est de l'égoïsme et c'est tout l'opposé de ce qu'on nous a enseigné. Surtout si on remet les choses dans leur vrai contexte, on retrouve l'équilibre naturel en fait. Surtout avec l'éducation pour la plupart judéo-chrétienne qui en met une bonne couche et puis on est tous imprégnés de ça et du coup tout ça se met en place en général dans l'enfance parce que nos parents ne peuvent nous donner que ce qu'ils ont appris aussi. Quoi. Donc c'est tout un apprentissage à refaire complètement et il faut avoir cette ouverture d'esprit à écouter les personnes qui ont cette capacité de nous enseigner une nouvelle façon de voir les choses, non pas dans le but de nous endoctriner, mais dans le but où elles nous donnent la possibilité d'aller vérifier par nous-mêmes si leur discours nous parle, si leur discours est en cohésion avec ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Parce que ce qui fait qu'on en est arrivé à avoir cette programmation mentale qui est destructrice vis-à-vis de nous, qui est néfaste, c'est le fait que quand on s'est laissé imprégner par des paroles d'autrui, par des interprétations qu'on a eues, on n'a pas vraiment écouté notre ressenti. Si on n'a pas écouté notre âme, on n'a pas écouté notre intuition, on a plutôt écouté nos peurs et puis on a adhéré au discours qu'on a entendu autour de nous. Alors on les a imprégnés dans notre mental et ça a fini par devenir des croyances qui sont devenus des automatismes, voilà, et c'est tout ce qu'on vit est le résultat de nos pensées, une pensée qui est récurrente, qui est répétée, devient une croyance. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, en fait, la vie nous invite tout simplement aujourd'hui de plus en plus à être plus à l'écoute de soi, de notre ressenti. Oui,
c'est important de s'inspirer des autres, mais c'est surtout important dans cette inspiration d'aller vérifier en soi si on est en accord avec ce qu'on peut entendre autour de soi, si ça vibre à l'intérieur de nous, si ça nous parle, si ça rejoint notre ressenti, notre propre ressenti. C'est comme ça qu'on se respecte et qu'on est fidèle à soi-même. Et j'ai envie de dire, est-ce que du coup on n'a pas à attendre non plus je dirais pas tout nettoyer. Je veux dire, si quelqu'un qui est célibataire, par exemple, à un moment donné, même si la personne estime qu'elle est encore dans la dépendance affective et qu'une relation se présente et qu'on a cette conscience-là en arrière-plan, je pense que là, du coup, on rentre dans le couple en entrant dans une relation amoureuse avec cette conscience que, hey, c'est le moment ça va être une opportunité pour moi de grandir. Exactement. Je suppose que c'est comment dire, du coup, là, entrer dans le couple, on y rentre avec cette conscience et non plus avec toute cette peur et profiter même de l'espace du couple. Absolument. Pour continuer ce travail de transformation. Alors, c'est vital. Effectivement, la phase de célibat, elle est indispensable. Plus le degré de dépendance est élevé, plus la phase de célibat est indispensable pour apprendre à se connaître et faire un travail sur soi. Mais on ne peut pas tout faire pendant le célibat. C'est une base qui est vraiment solide, tout ce qu'on apprend dans le célibat, dès l'instant où on met en application ce travail-là. Mais ensuite, bien évidemment, qu'on a besoin de revenir dans la relation et on peut faire totalement confiance à la vie, que la vie, elle nous présente, dès l'instant où on a encore à évoluer à travers la relation, la vie va nous présenter la relation ou les relations nécessaires pour nous amener effectivement à continuer à évoluer. Et quand on a fait ce travail-là, évidemment qu'on ne rentre plus dans la relation avec le même état d'esprit qu'on le faisait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, on rentrait dans la relation avec une totale inconscience et avec cet apprentissage qu'on avait reçu, où on attendait que l'autre en fait nous apporte, vienne combler nos manques et vienne répondre à nos attentes, qui même les attentes étaient inconscientes. Une fois qu'on a fait ce travail, effectivement, on ne rentre plus dans la relation de la même manière. Déjà, on y rentre déjà avec cette conscience qu'on sait qu'on va apprendre à travers la relation. Quoi qu'advienne, quoi qu'il arrive dans la relation, on va apprendre. Et on rentre surtout avec un état d'esprit où on a pris un engagement vis-à-vis de soi. Tu vois, on n'attend plus vraiment l'engagement vis-à-vis de l'autre, ou en tout cas quand on l'attend, on a également appris à avoir une communication claire, précise, autant que possible. Et s'il faut revenir dessus, on sait le faire. Parce qu'on est conscient de nos peurs. De toute façon, on ne peut pas les effacer du jour au lendemain. Il y aura toujours des peurs. Mais la différence, c'est que là, on est conscient de nos peurs. Et le fait d'en être conscient et de savoir que ces peurs nous permettent d'avancer, d'évoluer, on sait exprimer ça à l'autre. On sait exprimer les peurs, nos besoins à l'autre. Et on rentre surtout avec cet état d'esprit où on désire être authentique. D'abord envers soi-même et ensuite envers l'autre. Et du coup, la relation, elle démarre du bon pied. Peu importe le temps que dure la relation. Parce que ça, c'est pareil. Une des croyances qu'a la plupart des gens, c'est qu'une relation réussie, c'est une relation qui dure à vie. C'est des conneries, tout ça. Je te le fais pas dire. Mais ouais, mais regarde, ça nous maintient prisonniers de ces idées, tu vois. Alors que le but principal de la relation, c'est de nous permettre de nous connaître à travers le rapport qu'on vit avec l'autre et donc le reflet que l'autre nous renvoie. Et par ce fait, de nous amener à l'opportunité d'évoluer, de grandir. Et grandir, c'est important que je le dise parce que souvent les personnes dépendantes affectives, grandir ne veut pas dire devenir une meilleure personne dans le sens où je suis encore plus au service de l'autre. Parce que le dépendant affectif, il a beaucoup cette attitude où il est beaucoup au service de l'autre. Il va faire des tas de choses, de tas de manières, dans le but toujours de servir l'autre parce qu'il attend en retour de plaire encore plus à l'autre. Alors, si ça ne fonctionne pas, il va toujours se remettre en question, se demander qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais dû faire, est-ce qu'il faut que je fasse encore plus, est-ce qu'il faut que je fasse mieux. Et ça, il faut arrêter parce que ce qu'on fait
dans la relation dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation, on ne devrait jamais le faire, ni par obligation, ni dans le but d'obtenir quoi que ce soit. On devrait toujours le faire parce que c'est une envie, parce que ça nous procure du plaisir et parce qu'on le fait gratuitement et que c'est ça qui nous apporte du plaisir. C'est pas le fait d'attendre quelque chose en retour qui doit nous procurer la sensation de plaisir ou de nous sentir bien. Le fait de se sentir bien et d'avoir du plaisir, c'est dans l'acte même qu'on va poser. Donc il faut arrêter de poser des actions qui sont toujours avec des attentes derrière, ou en tout cas quand on en pose, il est important qu'on devienne conscient de ça et qu'on soit au clair avec soi-même et au clair avec l'autre, c'est-à-dire en exposant clairement les attentes avec l'autre afin de vérifier avec l'autre si on peut trouver une entente commune. Tu vois, c'est fait pour ça, les relations. Mais on ne nous a pas enseigné ça. On nous a plutôt enseigné à avoir un esprit manipulateur qui est inconscient, qui est pas méchant, mais dans le sens où je vais faire ça pour toi et puis le but c'est que plus tard, toi aussi, tu puisses m'apporter quoi. Oui, mais en fait, les gens ne sont même pas conscients au moment où ils le font. On s'en rend compte quand, parfois plus tard, on se surprend à reprocher à l'autre après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est là où on se rend compte si on a donné gratuitement ou si on a donné avec le cœur ou si on a donné avec la tête, tu vois. Donc, quand on a donné avec la tête, c'est pas de l'amour, non. Ben, tu sais quoi, moi, je propose qu'on fasse une version 2 parce que j'ai tellement de questions que comme on va pas pouvoir les couvrir toutes les questions, et d'ailleurs mais c'est les conscients, mais posez vos questions, vos commentaires, et je vais voir. Même moi, tu vois, tu es en train de parler, je te dis, on pourrait y passer des heures. Ouais, mais avant de se quitter, je sais que tu as créé ton blog, c'est Magnétique au bonheur. Et ben, je me dis, mais tiens, pourquoi, enfin, que tu me dises rapidement Magnétique au bonheur, qu'est-ce que tu proposes dans ce blog et qu'est-ce que tu proposes aussi comme accompagnement? Je sais que tu fais des ateliers, tu as un produit, une formation en ligne et tu es aussi auteur. Donc pour que les gens, si les personnes qui nous écoutent veulent te retrouver, que tu nous en dises rapidement et moi je mettrai aussi en commentaire. Hein. Bien sûr. Alors effectivement, vous pouvez aller sur mon site magnéticobonheur.com. Vous y trouverez, déjà je suis thérapeute donc je reçois en consultation privée et vous avez beaucoup de chance parce que vous pouvez être dans n'importe quelle part du monde. Je vous reçois par Skype, ça fonctionne très bien. J'ai des gens du monde entier. Ah, ça c'est cool. Voilà. Et ça se passe superbement bien. C'est comme si on était en cabinet. Donc les lundis et les vendredis après-midi, je reçois sur Skype. Et les jeudis après-midi, je reçois en cabinet sur Paris, à Paris 5e. Donc en fait, si vous voulez prendre rendez-vous, il suffit d'aller sur mon site. Il y a une page où tout est bien expliqué, vous pouvez payer en ligne et prendre rendez-vous en ligne à l'agenda, il y a juste à choisir votre date, la date que vous voulez. Je fais également effectivement un atelier qui est un atelier qui dure, que je fais sur 2 jours et je le fais tout le temps en semaine. Donc c'est l'atelier Guérir votre dépendance affective. Et il y a un programme, effectivement, qui est un programme complet où je traite vraiment toute la problématique de la dépendance affective, de la cause, l'origine de la dépendance affective jusqu'à la guérison. C'est un programme qui est fait sur 6 modules. Chaque module est réparti sur 2 webinaires qui font 2 heures à 2 heures et demie chaque webinaire. Et en fait, vous avez la possibilité de me poser toutes les questions en dessous des webinaires. Vous avez déjà énormément de questions auxquelles j'ai répondu, donc vous y trouverez forcément des réponses sur les questions que vous poserez. Mais si vous avez encore des questions, je réponds personnellement à ces questions-là parce que c'est vrai que je suis de plus en plus occupée et que c'est plus évident pour moi aujourd'hui de le faire avec tout le monde. Mais pour ce programme, c'est encore moi qui réponds personnellement aux questions. Et effectivement, je suis auteure. J'ai sorti un premier livre, c'était en 2015. Confidence d'une ancienne dépendante affective, et il y a le deuxième qui va sortir très bientôt et qui tombe parfaitement avec ton thème avec le célibat puisqu'il s'intitule Confidence d'une célibataire épanouie. Ah ben voilà, donc vous pourrez vous le procurer très rapidement dans les mois qui vont suivre.
J'ai hâte, comme ça ouais. je mettrai sur la page des cellules conscientes le site et on redire. Enfin, bon, je serai la première à me le procurer. Et de toute façon, il est déjà en prévente. Il est déjà en prévente d'accord. sur Amazon. Il va pas tarder à sortir. Voilà. Donc voilà en gros ce que je fais. Puis vous trouverez sur mon blog, vous trouverez également des articles qui sont très intéressants. Vous aurez beaucoup de réponses à des questions que vous vous posez. Par exemple, des réponses sur les relations qu'on peut vivre avec des personnes toxiques, ce qu'on appelle les pervers narcissiques et tout ça. C'est un article, par exemple cet article-là, il a eu un succès phénoménal. Beaucoup de personnes y ont trouvé des réponses aux questions qu'elles se posaient. Et puis vous aurez des vidéos également, tout ça gratuitement. Généreusement de ma part, avec beaucoup d'amour. Écoutez, mes chers cellules conscientes, vous savez quoi faire maintenant. Et Christina, tu sais quoi, moi j'aime bien finir les vidéos en faisant un peu travailler les gens. Tu vois, quel est le petit, je sais pas, c'est exercice ou homework, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut donner. Vraiment une action, parfois on a des actions très simples, on n'y pense pas, qui à force de les faire, juste nous font passer à un niveau supérieur. À quoi, qu'est-ce qu'on peut leur donner à faire? Un petit homework? Je vais leur donner un exercice très très simple. Pas si simple que ça parce que quand on le fait, on réalise qu'on n'y arrive pas forcément avec facilité. Mais alors je vais vous dire, c'est très simple. Tous les matins, quand vous vous levez, vous vous regardez dans le miroir. Vous n'avez pas besoin de vous regarder en entier, mais vous regardez dans les yeux. Et vous vous dites tout simplement, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Parce que le but, c'est d'apprendre à s'aimer. On est venu pour ça. On est venu pour apprendre à s'aimer. Et la personne la plus importante à qui vous avez besoin de donner de l'amour, c'est à vous-même. Voilà. Donc, c'est l'exercice le plus simple du monde. Mais vous allez voir que quand vous le faites en vous regardant dans les yeux, pour certains d'entre vous, il ne sera pas si simple que ça à faire. Absolument, je sais de quoi tu parles. Voilà. Je le donne aussi, ne serait-ce que se regarder, se dire je t'aime. Ouais. Et quand on fait le tour, très peu de gens le font. Et c'est vraiment quelque chose qui transforme, se regarder, vraiment rencontrer ses yeux. Ouais. C'est assez impressionnant. Écoutez, ne nous croyez pas. Allez-y, voilà, expérimentez, faites-le. Et je crois que sur cette belle fin, cette belle pratique, on va vous laisser. Christina, ça a été un immense plaisir pour moi d'avoir eu ce moment d'échange avec toi. C'était inspirant. Voilà, comme je te dis, on a encore plein de choses, plein de questions dans la tête. Donc, n'hésitez pas, mes chers cellules conscientes, à poser des questions, à faire vos commentaires. Et puis, j'y répondrai. S'il y a des questions qui sont adressées à Christina, je lui ferai parvenir les questions. En tout cas, vous aurez des réponses à vos questions. Et surtout, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne des cellules conscientes, abonnez-vous pour suivre l'actualité. Un dernier mot, Christina? Écoutez, je vous souhaite juste de vous aimer parce que quand vous vous aimerez, vous attirerez un partenaire qui vous aimera aussi. Voilà. Plein de bonheur et je vous embrasse. Alors, en attendant de se retrouver, vivez pleinement et consciemment. Allez, consciemment vôtre. Ciao.